Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Louis, comment vas-tu ? Salut Kevin, et toi ? Très bien. Très bien, merci. Je suis très content de te recevoir dans Objectif Mental. Tu es mon premier Strasbourgeois dans le podcast, donc très très content pour ça. Je t'ai contacté sur LinkedIn suite à un post que tu avais fait où tu parles de concurrence avec une autre chaîne de burgers française. Et ce que j'ai aimé dans ce post, c'est qu'on sent que vous avez été patient, résilient et que vous avez maintenu votre vision jusqu'au bout. Donc bravo pour ça. Tu vas nous expliquer ce que tu as lancé comme chaîne. Et ensuite, en plus de ton profil d'entrepreneur, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu es ultra trailer. Je suis allé voir ton UTMB Index, on en parlait avant d'enregistrer. Grosso modo, l'UTMB Index, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la liste des courses que tu as fait, qui sont référencées UTMB. J'ai été hyper impressionné parce que tu as fait 9 fois un top 10, j'ai compté. Et sinon, tu es quasiment toujours dans les 100 premiers sur la course. Donc bravo, franchement, en étant entrepreneur, c'est une belle perf. Et j'ai noté particulièrement que tu es arrivé 50e à l'UTMB en 2021. Alors déjà, c'est un exploit de terminer cette course. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais en gros, c'est 60%, je crois, des coureurs qui terminent. Ça dépend des années, mais c'est à peu près ça. Donc finir 50e, c'est encore autre chose. Et on en parlait aussi avant d'enregistrer, mais tu es papa. Donc j'aimerais comprendre comment tu arrives à trouver un équilibre de vie, comment tu jongles entre l'entrepreneuriat, la vie de famille, le sport. Donc aujourd'hui, on va parler de restauration, de burgers évidemment. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer dans ce domaine. Et on va parler de trail et de mental évidemment. Donc voilà, on va prendre tous ces sujets et voir sous le prisme du mental comment tu gères tout ça. Ok. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc je m'appelle Louis Frac. J'ai 36 ans. Et donc du coup, vu qu'on parle un peu de tout là, c'est un peu particulier, j'ai pas trop l'habitude, mais on va se présenter d'abord en parlant peut-être de BioBurger, qui est le sujet on va dire le plus connu. Donc j'ai créé BioBurger il y a 13 ans avec mon associé Anthony Daré à Paris à la sortie de nos études, après nos études de commerce. Voilà, et donc on va parler peut-être de BioBurger tout à l'heure, mais c'est une chaîne de fast-food 100% bio, avec que des produits bio, donc basée sur une offre de frites et de burgers, et en mode fast-food, c'est-à-dire restauration rapide, sur place, emporter, livraison. Et rapidement, donc l'idée de la marque, de l'enseigne, c'est de promouvoir de manière un peu différente l'agriculture bio, avec un côté beaucoup plus sexy, accessible, surtout sans contrainte. Et l'idée, c'est grâce à ce levier-là de participer à notre échelle à la transition écologique, parce qu'on pense que les entreprises doivent trouver elles-mêmes des solutions pour engager les citoyens sans qu'ils fassent forcément nécessairement, eux, des efforts. Il faut, nous, trouver des solutions en craquant des business models, en étant aussi compétitifs que les autres, mais avec un modèle vertueux. Voilà, donc ça, c'est notre vision. À côté de ça, effectivement, je suis papa de 2 petites filles de 6 mois et 4 ans et demi, et aussi mari de ma femme, Pauline. Ça, c'est le cas de beaucoup de monde, et c'est quelque chose qui mériterait 4 temps plein si on pouvait. Carrément. Et à côté de ça, enfin, je suis trailer. Depuis 2014, vraiment, je me suis mis sérieusement. J'avais fait un marathon en 2009, puis j'avais un peu abandonné et tout. Puis en 2013-14, je m'y suis mis. Et je suis monté au fur et à mesure des années sur du format ultra. Excellent. Merci pour la présentation. On va revenir sur BioBurger. Comment t'es venue l'idée en sortie d'études? Alors le bio en 2011, sortie d'école de commerce, c'était pas la grande tendance. Le burger gourmet non plus, si tu veux. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Hein. C'est venu après. Et en fait, sur les 2 prismes, déjà lancer une chaîne de burger gourmet, il faut oser. Et ensuite, sous le prisme du bio, qui est un deuxième critère important pour toi. Comment c'était venu en fait cette idée ? Ouais, la bio en 2011, oui, ça faisait 30 ans que Biocop l'avait un petit peu démocratisé, mais ça restait un peu encore anecdotique, on va dire. Ouais. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé un peu pour la plupart des gens qui ont ouvert des chaînes de burgers gourmet juste après nous. C'est qu'on est un peu la génération McDo avec Anthony et avec toi aussi, etc. Donc ça veut dire qu'on a grandi un peu avec ça. Et arrivé à l'âge d'être étudiant, tous les midis, on se demandait où est-ce qu'on allait manger le lendemain. Et
Et la veille, on était allé chez Quick, on s'était fait 2 gros quick and toast. Voilà. Mais à chaque fois, toujours pareil, c'est qu'on kiffe sur le moment, puis en fait, on se rend compte qu'on a un peu mal au bide, on n'est pas bien, on culpabilise parce qu'on sait que c'est de la bouffe juste trop mauvaise pour la santé, etc. Mais par contre, on aimait le produit. Et à l'époque, donc, il n'y avait pas d'alternative. Les burgers, c'était McDo, Quick. Clairement. Ouais, clairement. Et là, on s'est dit, mais pourquoi il n'existe pas juste des burgers quali, quoi, avec des bons produits, bien sourcés, meilleurs en goût, meilleurs pour la santé, et genre qu'on puisse manger plus souvent, etc. Et tout de suite, donc on était en cours d'anglais, je me rappelle, un matin à 11h. Et pile quand on a eu cette idée, on s'est dit, mais il faut que ce soit bio. Parce qu'en fait, la bio garantit le fait que ce soit meilleur pour la santé. Et en plus, il y a cet aspect environnemental qui... moi qui était toujours au fond de moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans, je regardais une émission de Capital, la Capitale là, sur M6, là, et je m'étais dit, mais tiens, il va falloir, il y a un enjeu quand même, il y a un vrai enjeu là, j'ai pris conscience, et je me suis dit, mais il va falloir, pour régler cet enjeu, allier l'économie et l'écologie, quoi. Je me suis dit, un jour, il faudrait quand même que j'ai une idée là-dessus, c'était au fond de moi. Et je me suis dit, bah en fait, là, il y a peut-être justement cette opportunité, en plus la bio, bah voilà, ça contribue à un mode d'agriculture plus pérenne et autres. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait que ce soit bio. Ça, c'est ce qui nous a distingué des autres qui ont eu la même idée à peu près en même temps que nous. Et donc, on a eu l'idée du nom aussi dans la foulée. Donc, 20 secondes plus tard, ça s'appelait BioBurger. Et donc, c'est le premier nom, vous n'avez pas changé, quoi. Alors, on l'a eu en 2010. Donc, cette idée, on l'a eu en 2008, 2007, 2008. Et entre-temps, on a ouvert en 2011. Donc, on a fini nos études. Et donc là, il y a eu pas mal d'allées, de retours, de réflexions. Et on a remis en cause le nom, mais en fait on est revenu dessus à la fin. Donc on s'est dit c'est quand même la base, quoi. Il est efficace, hein. C'est efficace, c'est franchement, simple, voilà. Donc l'idée est venue comme ça et on a ouvert finalement. Donc on a fini nos études, on voulait arrêter nos études, mais nos parents nous ont dit non, vous terminez. Et puis on a ouvert en 2011. Intéressant. Et alors justement, tu disais tes parents ont fait en sorte que tu continues et tu termines tes études. Il y a quand même une notion de risque d'entreprendre, tu vois, à la sortie de ces études. Ça peut servir à des auditeurs, mais comment toi tu as géré ce risque? Est-ce que tu t'en rendais compte déjà, tu vois, à la sortie de ton école, que en fait tu n'allais pas chercher un job et tu allais prendre quand même le risque de lancer un restaurant, quoi? En fait, la réponse elle est dans la question, c'est que déjà quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte, mais ce qui est très bien. Parce qu'en fait, plus tu grandis, vieillis, plus moins tu aimes le risque. Enfin, en moyenne, on va dire. Donc déjà, ça c'est bien. Moi, je pense que tu prends... Et au-delà de ça, moi, je pense que tu prends beaucoup moins de risques à monter ta boîte quand tu es étudiant, quand tu sors tes études, que à 35 ans, avec 2 gosses, une maison, un crédit, un machin. Moi, je le vois, j'ai des entrepreneurs franchisés. Tu prends beaucoup plus de risques quand tu as des charges, que ce soit mentales ou financières. Complètement. Quand tu es étudiant, tu n'as rien à perdre. C'est vrai. Si ce n'est, tu as à perdre le confort du premier job, cadre dans une énorme boîte, où je vais être caricatural, où tu te fais chier, mais où tu t'encaisses ton salaire. Ouais. Je suis méchant parce que plein de fois, tu te fais pas chier du tout. Mais, non, mais je comprends. Mais nous, on a eu sacrifié ce confort de sortie d'études que nos potes avaient, où ils encaissaient pas mal, et puis ils continuaient leur vie, ils n'avaient pas d'enfants, pas de trucs, donc ils continuaient leur vie étudiante, mais avec des sous. Ce qui est quand même un moment sympa, jeune actif, quoi. Et nous, on était sous l'eau. D'ailleurs, nos potes, à un moment donné, ils comprenaient pas, quoi, parce qu'on sortait pas, on était tout le temps au resto, on gagnait que dalle. C'est la galère pour vous, ouais. C'était une galère sans nom, mais en même temps, on avait créé notre resto, donc c'était génial aussi. Carrément. Mais voilà, il y a juste ce sacrifice, mais en fait, il n'y en a pas d'autres. À part peut-être les billes que tu mets dans ta boîte, mais en fait, les billes que tu mets dans ta boîte quand tu es étudiant et que tu n'as pas de crédit ou quoi que ce soit, en fait, t'en fais quoi sinon? Enfin, c'est clair. Je trouve que moi, en fait, je trouve que c'est mieux d'entreprendre à ce moment-là. Je ne sais pas si j'avais eu l'idée aujourd'hui, est-ce que j'aurais retenté le coup avec 2 enfants? Avec ta vie de famille, ouais. C'est pas sûr. Hein. Voilà. Et financièrement, vous avez fait comment pour financer votre projet d'ailleurs de restaurant? Alors, moi j'avais la chance d'avoir 30 000 € de côté, que j'ai mis dans la boîte. Et ensuite, on a fait 2 prêts étudiants, un chacun, à Cantoni. Donc la banque nous a donné 30 000 chacun, enfin nous a prêté. Et après, on a fait notre premier financement famille. Ok. Famille, amis, enfin love money, je vais arriver. Donc on a emprunté de l'argent à titre perso à tous nos proches qui voulaient bien nous prêter. Okay. Et donc on a eu pas mal de gens qui nous ont prêté, c'était cool. Je crois que de mémoire, on a levé 120 000 €, je crois, comme ça. Ah, quand même. 90 ou 120 000 €, je crois. Et en tout, on a atteint 250 000 balles en tout. Quand même, ok. Ouais, et pas d'emprunt bancaire classique. Et après, on a fait le restaurant comme on pouvait, avec les travaux avec cette somme-là, quoi. Avec cette somme-là, et en faisant les travaux un peu nous-mêmes, à part l'électricité, les trucs un peu touchy, quoi. Et on arrivait à monter le resto avec cette somme. Et vous avez... ça a fonctionné tout de suite? Ouais, alors donc on a ouvert, nous, 6 mois
avant les fameux Big Fernand. Ouais. Donc ça, j'en parle un peu dans mon post. On a ouvert 6 mois en fait avant que le burger gourmet devienne vraiment une vague et que ça devienne une déferlante. Ouais. Et nous, on a ouvert Passage de Choiseul dans le 2e arrondissement de Paris, petit passage ouvert que le midi. Et là, dès le premier midi, je me rappelle, on a eu 80 clients, on a été complètement dépassés. Ensuite, on a eu une publication dans le 20 minutes en 2e page en février 2012 qui nous a fait vraiment prendre 40% du jour au lendemain. Ah ouais, ok. Et ouais, donc en termes de fréquentation, on n'a jamais eu de soucis. Ça a toujours bien marché, même si on était complètement justement dans l'ombre de d'autres, du Camion qui fume, de Big Fernand ou autres, qui avaient un marketing et une com bien plus chiadé que la nôtre. Ouais. Donc on parlait pas beaucoup de nous, mais le midi, on avait du monde. J'avais oublié le Camion qui fume, tiens. Bah, on les a oubliés un peu, mais à une époque, on en parlait autant que Big Fernand, voire plus. Ouais. C'est vrai. Tiens, une question plus coaching. Est-ce que tu t'étais fixé un objectif en lançant BioBurger? Parce que tu me disais que tu regardais Capital. Je faisais la même chose. Est-ce que tu rêvais de quelque chose et tu te disais, tiens, BioBurger, j'ai envie de l'emmener à cet endroit? Il y avait 2 choses qui sont diamétralement opposées. C'est que je me rappelle très bien, avant d'ouvrir, que je rêvais du premier client qui allait rentrer chez moi et qui allait dépenser 10 balles pour acheter un burger que j'avais fait. Mais vraiment, je me disais, mais c'est incroyable, il y a quelqu'un qui va rentrer chez moi et qui va être prêt à dépenser 10 € pour manger un burger que je lui ai préparé, quoi. Moi, je trouvais ça incroyable. Ouais, carrément. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième objectif, c'était donc en gros qu'on ouvre et qu'on serve des burgers. Premier objectif. Deuxième objectif, c'était qu'on soit, de mémoire, c'était qu'on soit rentable. En gros, c'est-à-dire que c'est bien d'ouvrir, c'est bien de vendre des burgers, mais après, faut être rentable. Et après, c'est de développer. Alors ça s'est pas passé comme ça, enfin on va en reparler, hein. Donc on a ouvert, on a bien vendu, ce premier monsieur est bien arrivé, a bien mangé son burger, puis il y en a eu d'autres. Ouais. Ensuite on était rentable dès le début, mais on était rentable parce qu'on bossait à fond dedans avec Anthony, qu'on se payait rien. On a développé, on a ouvert un 2e resto, et là en fait on est revenu en arrière sur la rentabilité. D'ailleurs on est revenu en arrière plusieurs fois, rentable, pas rentable, en fonction du développement. En fait le développement altère la rentabilité et, voilà, et crée des... Voilà. Ouais. Donc c'était mes objectifs, ouais, mais je me rappelle très bien de ce sentiment de... Ça me faisait rêver, quoi, de vendre un burger à quelqu'un. Et la deuxième étape là-dessus, c'était quand un franchisé a accepté d'investir son argent. Excellent. Pour ouvrir un burger. Ok, et tu as franchisé tout de suite Non, en 2017. 2017, ok. C'était bien plus tard, mais en fait, il y en a eu plusieurs, beaucoup. Enfin, il y en a eu 12, 13, je crois. Et donc, tu as 12, 13 personnes qui ont suffisamment cru en nous et au concept pour se dire, tiens, je mets 150 000 € sur la table et puis ça va devenir ma vie. Ouais, c'est dingue, ouais. Ça, c'est assez... confiance, en fait, dans ta marque, dans ce que tu as créé. Ouais, ça, c'est assez... Franchement, c'est assez... C'est gratifiant, quoi, assez surprenant. Hyper intéressant parce que tu vois, quand je te pose la question de l'objectif, en fait, tu t'es fixé un objectif très concret, réalisable assez vite, en fait. Enfin, assez vite. Pour toi, c'était de faire rentrer quelqu'un qui achète ton burger. Tu t'es pas tout de suite dit, je veux créer une chaîne avec 100 restaurants, quoi. Alors voilà, ça, c'est très important. C'est qu'à la fois, on s'est pas dit, on va créer une chaîne tout de suite, mais on l'avait derrière la tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça pour créer juste un resto. Donc, on savait qu'on voulait développer. Par contre, dans nos attentes, on n'a pas grillé les étapes. Ça, c'est un trait de caractère qu'on a qui est très fort dans la boîte, c'est qu'on essaie vraiment de faire étape par étape. C'est un peu ce que je parle aussi ce que je dis dans le post. Ouais. C'est que faut vraiment... Enfin, moi, j'adore prendre le temps long. En ultra, c'est pareil. Ouais. Moi, je parle lentement sur mes ultras et puis je rattrape ensuite. C'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et si tu veux créer la valeur sur le long terme, pour moi, il faut partir lentement. Et étape par étape. Faut pas tout de suite griller. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde, c'est un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Faut tout de suite aller très vite, très fort. Moi, j'en reçois des pitch decks aujourd'hui de restaurateurs qui m'annoncent, alors qu'ils n'ont pas ouvert un resto, qu'ils vont en ouvrir 15 dans toute l'Europe. Et donc, je réponds pas. Parce qu'en fait, juste bosse, vois ce que c'est déjà le métier de restaurateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui croient que c'est pas restaurateur, t'es pas derrière ton ordi. Hein. Je veux pas non plus être machin, t'es pas derrière ton ordi. C'est super dur. Donc, bosse, fais tes preuves, montre que c'est rentable, montre que tu arrives à faire le resto. Et ensuite, peut-être que... carrément. Tu peux avoir l'idée de la tête dès le départ, mais juste, prenons le temps. Alors, il y en a qui sont arrivés, qui ont fait des trucs de dingue très vite. Mais c'est pas ma façon, moi, en tout cas, de penser. Non, complètement, ouais. C'est de la constance sur le long terme. Comme persévérance, constante, vision, anticipation, etc. Et tiens, sur la partie restauration, effectivement, c'est pas simple. Beaucoup de personnes pensent qu'ouvrir un restaurant, tu peux le faire du jour au lendemain. Vous étiez formé là-dessus? Alors, cuisine, non, mais j'avais fait 2 fois 6 mois chez McDo. Ok. En tant qu'étudiant. Première fois, job étudiant. Deuxième fois pour benchmarker. Ouais. Parce que ça, on avait le projet en tête. Ok. On a fait l'espionnage. Et après, j'avais fait un peu de service aussi traditionnel, ce qui m'a servi aussi parce que je me suis rendu compte que la restauration traditionnelle est beaucoup plus difficile que la rapide. Parce qu'on a tendance à oublier, parce que quand tu travailles dans la restauration traditionnelle, c'est très dur. Alors, rapide, il y a quand même beaucoup plus processé, il y a moins de service, c'est pas pareil.
Et ça nous a servi à mettre en place dès le départ nos process, parce qu'on a été très processé dès le départ, parce qu'il fallait j'y reviendrai, mais il a fallu vraiment qu'on essaie d'avoir un modèle très lean pour pouvoir sortir avec notre offre du burger accessible bio, un peu de renta. Et donc on s'est vachement calqué sur ce que faisait McDo en l'adaptant à du fait à la demande et du frais. Ok. Et alors ça, c'est tu fais super bien la transition, j'allais te poser la question. Comment tu fais pour proposer un menu bio? C'est 12-13 euros à peu près. Ouais, maintenant c'est 13,50. Ouais. 13,50. Comment tu fais pour proposer un menu bio avec des produits globalement locaux à ce prix-là, alors qu'en face, tu as des chaînes américaines qui vont te proposer un menu pas bon, un peu plus cher, quoi. Enfin, à ce prix-là. Ouais, mais c'est tout l'enjeu. Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus parce que c'est tout la genèse de notre boîte, l'essence de notre boîte et l'essence même je pense, de la transition écologique. C'est-à-dire que, comme je disais en introduction, il faut arriver à proposer un produit compétitif. Il faut qu'il soit compétitif. Mais vertueux, plus pérenne en tout cas, pour l'environnement et pour l'aspect sociétal dans son sens large. Donc, tu as forcément une partie de la valeur qui part là-bas. En l'occurrence, dans notre cas, c'est parce que la bio, c'est plus cher à l'achat. Et du coup, au début, ça passait pas. C'est passé au premier resto, mais parce la valeur, on la prenait sur nous. Ensuite, on a ouvert le deuxième en 2013, et là, on a staffé, et là, on s'est rendu compte que donc, ça ne passait pas. Et donc là, on a dû bosser toute notre chaîne de valeur pour arriver à ce que ça passe. Et comment on y est arrivé ? En fait, c'est que très tôt, on a tout bossé, donc de l'approvisionnement jusqu'à la délivrance client, qu'on a créé une centrale d'achat. Qui a pu nous permettre de passer en direct avec nos fournisseurs. Donc, on a squeezé déjà les intermédiaires. Carrément. Intermédiaires, souvent, dans beaucoup de chaînes de valeur, ça prend trop de valeur. Bah ouais, c'est sûr. On le sait, je le redis. Tu l'as basée où, la centrale d'achat ? Elle est à Rungis. Ok. Donc, c'est un prestat, mais c'est une boîte qu'on a créée qui achète la matière et qui la revend à tout le réseau. Donc, économie d'échelle plus bypass des intermédiaires. On a externalisé beaucoup de notre préparation qu'on faisait en resto et qu'on a fait faire par des boîtes qui le faisaient mieux que nous en volume. Donc, du coup, ils baissent c'est moins cher à produire. Le coût et ensuite, ils le faisaient mieux que nous. Enfin, on a eu un gap d'amélioration produit. Donc, je vais pas le faire tous les produits, mais le pain, les sauces, les oignons, les boissons, etc. Donc, deuxième step. Troisième step, amélioration des process qu'on avait déjà mis en place, mais digitalisation, amélioration et rationalisation basé sur des logiciels et des lignes de prod qu'on a créées nous-mêmes avec Anthony, avec notre logique, mais en fait, elles sont toujours là, elles sont toujours en place. Elles sont adaptées en fait à vos besoins. Elles sont adaptées à nos besoins. C'est ça. Mais l'idée, c'était au maximum de faciliter la vie de nos équipes pour que les gens qui bossent en resto, ils aient le minimum de questions à se poser, qu'il n'y ait pas de jugement, hop, et comme ça, il y en a une constance produit, on a une formation facile, et du coup, on a une efficacité. Donc, peu de produits aussi, une carte courte qu'on a un peu allongée depuis, mais qu'on maîtrise, carte courte. Carrément. Et enfin, en aval, ça arrive un peu plus tard, mais la délivrance client, en fait, les bornes de commande nous ont permis de faire pas mal de choses, de concentrer notre staff plus sur le service, l'accueil client et autres, d'augmenter le panier moyen, et de digitaliser aussi, d'être beaucoup plus flexible dans le changement de carte. Bon, ça, c'est les grands piliers. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça, à la limite, tout le monde peut le faire. Mais nous, on l'a fait plus tôt, ce qui nous a permis de... Voilà. Il y a aussi une croyance aussi sur un modèle basé sur le volume et pas sur la marge. C'est-à-dire qu'on fait un peu moins de marge que nos concurrents, mais on fait beaucoup de volume. Et enfin, ce que je me rends compte, c'est que nous... Bon, pour l'instant, je n'ai pas arrivé à prouver ça encore, mais on est en train de le faire. C'est qu'en fait, on n'a pas la place pour passer 7 à 8% de notre chiffre d'affaires en com. Comme font les autres, voire même plus pour certains. C'est pas possible. Acheter des écrans de pub. Acheter des grandes pubs. Des trucs massifs. Aujourd'hui, le problème, c'est que les modèles fonctionnent parce qu'on fait beaucoup de com. Donc, du coup, ça se retrouve dans le prix de vente. Et là, il y a une valeur à aller chercher. C'est d'arriver à se faire connaître, à se développer en dépensant moins d'argent en com. Et tu as des boîtes comme Veja qui font ça. Ou d'autres qui font de la com, mais qui achètent pas des espaces pubs, qui font de la com différemment. Et Veja, je connais pas leur taux de notoriété, etc. Je me rends pas compte, mais ils sont quand même bien challengeants, ils sont quand même bien présents, ils font des bons produits, mais qu'ils achètent beaucoup plus cher que la concurrence, mais qui vendent au même prix. Donc ils sont compétitifs. Et comment ils font ? Ils font moins de com. Et donc en fait, l'idée, c'est que nous, aujourd'hui, on le fait contraint. Enfin, on a toujours fait tout contraint, mais en fait, il va falloir qu'on trouve le moyen de faire autant de volume que les autres en faisant moins de com. Ça paraît être un peu utopiste, mais why not ? Après, avec la viralité, le bouche à oreille, j'imagine que BioBurger, c'est une marque quand même connue maintenant en France. Pas assez. Pas assez, ok. Pas assez, justement. Il faut qu'on continue et qu'on trouve des leviers. Le problème, le marketing, la com, ça a toujours été notre défaut. On a fait tout ce que je t'ai dit là, mais là, on n'était pas bon. Au début, on n'y croyait même pas. Au début, on comprenait rien parce qu'on pensait qu'il suffisait d'un bon produit et d'une bonne qualité pour. Ça reste quand même la base.
C'est la base. Mais je Ouais. reviendrai à la fin Ouais. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi dans d'autres domaines, notamment le trail. Mais Ouais, la qualité, c'est la base, enfin, ce que tu fais vraiment. Mais ensuite, on est dans un monde où il faut l'emballer. c'est clair. Déjà l'emballer Faut dans en un beau, parler. joli papier cadeau, donc de marketing, et ensuite le dire. Et nous, là-dessus, on pensait que ça servait à rien dès lors que tu avais fait la base. En fait, si, il faut le faire. Ouais. Sauf que nous, déjà, on a mis du temps à le réaliser. Ensuite, on n'était pas forcément bon là-dedans. On était bon dans les process, on était bon en finance, etc., mais pas forcément là-dedans. Et maintenant, on le fait depuis plusieurs années, mais on le fait pas forcément au mieux. Et donc, il faut qu'on s'améliore là-dessus. Et on a cette contrainte aussi qu'on n'a pas forcément les moyens qu'ont les autres pour le faire. Mhm. Non seulement qu'on arrive à le faire aussi bien que les autres, mais avec moins de moyens. Donc, effectivement, par la viralité. Mais ce qui est bien, c'est ce qu'on n'a pas les autres, et ce qu'on fait déjà, et ce qu'on a nous, c'est qu'on a des attributs, des vrais attributs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du marketing sur du vent, on fait du marketing sincère, Non, on complètement. parle de nos produits qui sont réellement, qui ont des vrais attributs. Tu vois, au-delà du bio, on a encore plein d'autres choses à dire. Et donc, ces attributs peuvent nous permettre peut-être de faire plus de viralité, plus de bouche à oreille, organiser des events qui sont plus suivis, etc., que d'autres qui ont vraiment que du marketing à vendre, en fait. Ouais, carrément. Ouais. Après, l'emplacement, enfin, tu vois, les restaurants, à chaque fois que je passe devant un bio-burger, je me dis, bon, l'emplacement top. Et même la devanture, je les trouve à chaque fois Ah ouais. vraiment top, quoi. On pense qu'on peut on peut s'améliorer. Ouais, tu penses, ok. Bah, Non, en mais tout cas, certaines sont bien, mais à Strasbourg, par exemple, celle sur les quais, je la trouve magnifique. oui, mais tu cites une des meilleures Ah oui, ok. devantures qu'on Je ait. t'ai pas tout vu alors. Mais... Ouais, Batelier, c'est trop bien. On avait, à la base, la devanture était belle, et puis on en a fait quelque chose de cool. Et justement, on prend l'exemple de Batelier et de quelques autres restos pour les autres, où il y en a certains où il faut qu'on fasse mieux en termes de visibilité. On s'améliore là-dessus, on a fait un bout de chemin. Ouais. Ah, je les ai pas toutes vues alors, mais c'est vrai que celle de Ouais. Strasbourg, je la trouve vraiment très, 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 très sympa. Alors, tu vois, en coaching mental, je vais faire le lien là-dessus. On parle beaucoup de leadership et de communication. Toi, tu as entrepris tôt quand même. Mm. Comment tu as fait pour fidéliser ton équipe, que ce soit au siège ou dans les restaurants? Est-ce que tu as appris sur le tard tout ce qui était leadership, communication? Comment tu t'es monté en compétence là-dessus? Alors, je pense que, si je dois juger notre leadership après coup, je pense qu'on se débrouille pas trop mal en termes de management. Mais en fait, on l'a fait beaucoup à l'instinct. Ok. Alors, j'ai pas de leçon à donner à personne sur le management parce que franchement, j'ai pas beaucoup, à part mes études de code de commerce, j'ai pas beaucoup lu, etc. Mon associé un petit peu. Mais le fait est que je trouve qu'après 13 ans, on est plutôt pas mal parce qu'on a basé notre management un peu sur notre caractère à nous, en fait. Et nous, on est un peu moi, je suis un peu naïf de base. Mais vraiment, je dis ça pas comme ça, mais vraiment, je suis un peu naïf. Et je pensais d'ailleurs que ça allait me jouer des tours dans mon aventure entrepreneuriale. Et au bout de 13 ans, ce que je me rends compte, c'est que vu que je suis naïf, je fais confiance facilement. Mais en fait, ça marche bien de faire confiance. Je pense qu'à peu près 9 fois sur 10, on te le rend bien. Mhm. Et 1 fois sur 10, tu te fais avoir. Ok. Il faut en avoir conscience. Alors, peut-être que c'est 8 et 2. Mais globalement, je me suis fait avoir plusieurs fois. Mais par contre, les gens à qui j'ai fait confiance, en fait, on a une relation bien plus forte. Donc, on a toujours beaucoup délégué, beaucoup fait confiance, mais naturellement, tu vois, un peu encore une fois en mode naïf. Ouais. Et après coup, je pense que ça porte énormément ses fruits parce que faire confiance, ça responsabilise. Et tout le monde s'y retrouve. Donc ça, c'est la première chose qui fait que je pense que ça marche. Malgré tout, on a eu des problèmes managériels au début, jusqu'à ce qu'on trouve notre modèle process économique et d'autres, parce qu'en fait, c'était pas rationalisé. Et on a rationalisé, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est qu'on a embauché des bonnes personnes, notamment un gars extraordinaire qui s'appelle Bruno Thiron, qui est le directeur opérationnel de tout le réseau aujourd'hui, qui avait travaillé chez McDo, qui était le superviseur opérationnel de 4 franchises McDo à Angers, 4 ou 5, pardon. Et un mec avec une humanité comme j'en connais nulle part ailleurs en fait, et un ressenti des gens. Et en même temps des process. Donc il est arrivé à mettre en place de l'équipier jusqu'au directeur une méthode de managériale et organisationnelle au top. Et peut-être apporter aussi le côté main de fer dans un gant de velours qu'on n'arrivait pas à avoir. Et quand il est arrivé, il y a eu un avant, un après, surtout avec la relation avec notre directeur. Mais ce gars, il est venu chez nous parce qu'on s'entendait bien et qu'on avait cette confiance et et qu'on lui a fait confiance, quoi. Donc de la confiance et alors ce mot a été ultra galvaudé depuis le Covid, mais de la vraie bienveillance en fait. Ouais. La vraie de vraie, quoi, la naturelle, quoi. Pas celle où on dit nous maintenant la culture d'entreprise c'est la bienveillance. Mais en fait, c'est juste naturel chez Bio Burger, t'as de la bienveillance. Alors c'est pas partout tout le temps, mais on va dire à 95% il y a de la bienveillance.
Et ça se ressent jusqu'aux équipes. Une de nos forces, c'est qu'on a la meilleure note Google de toutes les chaînes de burgers, et notamment les choses qui ressortent, c'est le service. Alors je dis pas que c'est toujours à 100% bien, Non, mais bien encore une sûr, fois, mais- 95% du temps, Mm. les équipes, elles sont souriantes, elles sont contentes, et le client le sent. Et ça, c'est la résultante de ce management-là, confiance, bienveillance, je pense, Mm. mixé avec la mission de la boîte. Je pense que beaucoup de nos équipes savent quand même qu'ils bossent pour une boîte qui a une mission, des convictions. Et Ils des sont pas valeurs. chez McDo, des Mhm. valeurs, Ouais. des vraies. Ouais. Pas tous, mais certains. Même si c'est un job étudiant, en fait. Mhm. Et donc ça, je pense que ça compte. Et le dernier élément, c'est l'organisation du travail. Alors oui, on est en restauration, c'est un travail qui est difficile, mais on est arrivé, je pense, à faire en sorte qu'il le soit moins et qu'il soit quand même plus agréable. Quand tu vas chez Burger, tu as une cuisine où tu as un service qui est ultra rapide, c'est notre fer de lance. Mais si tu regardes chaque personne un par un, ils ne se pressent normalement pas. C'est vrai. Bien que tu le dis, Voilà. parce que vous avez des cuisines ouvertes, donc on voit bien. Ouais. Et c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas de ce Non, stress, non. les gens qui courent. Non. En fait, normalement, tu ne ressens pas le stress, même quand c'est le bordel. Personne ne parle parce que tout est organisé. Enfin, ils se crient pas en mode ah machin et tout. Et en règle générale, ça se passe comme ça. Et en fait, du coup, un stress de chaque équipe plus cool, donc des gens qui sont plus cool au travail, qui restent et qui sont plus contents et qui peuvent avoir le temps et l'énergie et la disponibilité mentale pour sourire aux clients. Je pense que ça, c'est mon analyse. J'ai pas de preuves. Non, On mais pose beaucoup la question parce que, par exemple, on n'a pas de problème de recrutement RH. J'allais te poser la question. Très peu. Ouais. Par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 ans, nous, on n'a pas de problème. Je demande à mes équipes, à Batelier, typiquement, l'autre jour, la directrice de Batelier qui s'appelle Joséphine, et je lui dis, mais alors, parce que je demande souvent, il y a un problème et tout. Elle me dit, bah non, on fait on met des annonces, on a 300 demandes. Wow. Et je sais qu'il y a des témoignages dans d'autres chaînes, des grandes chaînes et tout, où là, c'est pas du tout comme ça. Ils galèrent. C'est plus compliqué, quoi. Donc c'est vrai qu'on a de la demande, il y a du turnover, bien sûr, mais c'est moins un problème. Mais je pense que dans ces jobs-là, ça parle quand même beaucoup, et ça se sait en fait que chez vous, ça va être plus agréable qu'ailleurs aussi, tu vois. Sinon, les gens postulent pas en fait comme Alors, ça. encore une fois, je parle en moyenne. Forcément, il y a des sujets parfois et tout, comme dans tout boulot, mais je pense qu'en moyenne, c'est vraiment ce qui ressent. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, franchement, c'est les notes Google. Ouais, carrément. Tiens, quel conseil tu donnerais à des jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans la restauration en France aujourd'hui? Oh putain. De pas le faire. Non, je vais pas dire ça quand même. Je rigole. Non, il faut y aller, il faut tenter, et surtout quand t'es jeune. Par contre, mais armez-vous de patience et de persévérance, quoi. Enfin, mais vraiment. Alors, soit vous êtes un génie et il y a quelques percées qui sont incroyables et qui arrivent parce qu'ils ont vraiment le bon concept au bon moment, avec la bonne com et tout, et du coup, ça se fait entre guillemets plus facilement, ce qui veut pas dire qu'ils vont pas beaucoup bosser, hein. Mais la plupart du temps, t'as forcément des embûches, quoi. Et putain, les embûches, faut y aller, quoi. Faut avoir l'énergie. Et là, on en revient un peu à ce qui nous concerne, c'est que le pourquoi. Dans tout ce qu'on fait, pour finir un ultra, performer un ultra ou faire un entrepreneur, mais il faut avoir un pourquoi, quoi. Mais un vrai pourquoi. C'est-à-dire, posez-vous la question de savoir pourquoi vous voulez lancer un resto. Mais c'est votre Brognard, mon coach, donc je me suis fait coacher par Stéphane Brognard en trail à un moment donné, et lui, il appelait ça... pardon Stéphane, c'est votre raison profonde. Ok. Il y a un autre nom, pardon, j'ai oublié. Mais en gros, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que quand vous êtes dans le mal, quand vous en pouvez plus, quand vous êtes au bord de l'épuisement, quoi. Vous dites mais pourquoi je me continue à me lever le matin? Et si vous n'avez pas cette réponse, en fait, ne le faites pas. Ouais. Et donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être par rapport à ton histoire perso, une revanche sur la vie ou pas, une croyance très forte. Nous, si on n'avait pas fait une enseigne bio, qui avait vraiment, on le pense, quelque chose à jouer dans la société, une vraie mission. On aurait arrêté plein de fois. Plein de fois, moi, je me suis levé parce que je pense que je fais les choses bien. Et parfois même, je culpabilise parce que c'est pas assez bien. Sur ce plan-là, de vendre du bœuf, je culpabilise. Pourtant, on fait plein de choses pour essayer d'en vendre moins et tout. Mais voilà, le pourquoi. Et pareil, sur un ultra, si tu sais pas pourquoi t'es là, mais t'as des moments où t'es tellement mal que, en fait, tu t'arrêtes. Parce que tu dis, mais pourquoi je fais ça? Ouais, carrément. Je sais pas. Donc ouais, alors ça c'est pour un restaurateur ou ailleurs, mais je trouve que, alors forcément je viens du secteur, donc je trouve que la restauration est particulièrement un métier difficile. Parce qu'il y a de l'humain, il y a de l'hygiène, de la bouffe et tout, c'est compliqué. Il y a du technique, donc c'est-à-dire que t'as pas de matériel, c'est quotidien. Des absences, c'est quotidien. Des DLC à surveiller, donc tout ça est très quotidien. Et tout ce qui est, c'est du brick and mortar, donc t'as tout ce qui est local,
gestion des voisins, gestion je sais pas moi, des autorités, des demandes, de dérogations, de tout ça, les travaux, enfin tous ces trucs qui du brick and mortar. Ouais. Donc c'est 4 éléments qui sont super durs. Et parfois les 4 ils se déchaînent le même jour. Et tu te réveilles le matin, tu te prends les cases. C'est-à-dire que tu as reçu un texto, l'équipier il est pas là. Ensuite ta livraison elle arrive en retard. Ouais. Ensuite, tu as ton lave-vaisselle ou ton grill, il marche pas. Mais en vrai, ça arrive. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et enfin, tu as un flic qui vient parce qu'en fait, t'as pas le droit, tu as dépassé de 2 cm sur ta terrasse. Et tout ça, même journée. La même journée. Story, ça existe. Ouais, clairement. Non, mais là, comment tu fais pour faire ton service, quoi? Bah en fait, si tu sais pourquoi tu le fais, mais si tu sais pas pourquoi, tu rentres chez toi, tu fermes ton resto, quoi. Donc le pourquoi, c'est un gros sujet, hein, déjà. Un gros sujet. Et le problème, c'est qu'il évolue. Donc Mathieu Blanchard, trailer, en parle aussi. C'est que c'est pas tous les jours le même pourquoi, ou tous les ans en tout cas. Enfin voilà, faut le re-questionner souvent, quoi. Intéressant, tu fais le lien avec le trail. Merci pour les transitions, hein, puis avant. on va parler de trail. Alors juste, avant de partir purement sur le trail, il y a quand même la notion d'équilibre de vie. Alors, comment tu fais pour allier entrepreneuriat avec 30 restaurants à peu près, BioBurger, c'est ça? 27 aujourd'hui. 27 restaurants, l'ultra trail, la vie de famille. Tu m'as dit que tu avais 2 filles, une femme aussi. Comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que ça fait beaucoup. Il y a souvent, j'arrive pas. Ok. Non, mais c'est une longue. Franchement, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus parce qu'il y a eu plusieurs périodes en fait. Mais je vais essayer d'être synthétique. Mais tout est monté un peu en charge. En parallèle. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais étudiant, j'avais pas de femme, donc pas d'enfant, et je courais pas. Donc j'ai lancé mon entreprise. Donc j'ai fait que ça, j'étais que ça. J'ai rencontré ma femme au même moment. Mais bon, on était en couple, donc on n'avait pas d'enfant. Donc limite, ça peut passer. Et encore, il y a déjà des aménagements à faire, parce que j'étais quand même bien pris et tout. Et puis, on a commencé à courir avec elle en 2013-2014. Et puis, elle m'a aussi initié à tout ce qui est randonnée montagne. Donc, c'est à ce moment-là où moi, j'ai pris conscience, j'ai fait le lien entre les deux, j'ai commencé. Mais j'ai commencé par des petits trails. Donc, ça, c'était plutôt sport santé, sport qui te permet de maintenir ton équilibre avec ta vie entrepreneuriale. Donc, ça, c'est très bon. C'est plutôt simple de sortir quelques heures par semaine, 2-3 heures, pour aller courir. Pour souffler, quoi, en fait. Tu mets tes baskets, voilà. Tu peux même te fixer un petit objectif de trail parce qu'en fait, voilà, tu vas t'entraîner 3 heures par semaine et tu peux arriver à faire des trails de 20-30 bornes et en t'éclatant sans trop te mettre la pression et c'est très sain. Franchement, je le conseille de le faire à tout le monde peut le faire. J'en suis là pour l'instant. Mais ouais, mais c'est trop bien. Pas te mettre la pression, mais tu finis les petits trails, tu pars, tu t'aères l'esprit, c'est trop bien. Moi, j'ai pas mal de gens maintenant en interne, enfin on va en parler, mais j'essaie d'insuffler le trail en interne. Et donc j'ai pas mal quelques trailers maintenant qui courent et qui font comme ça, qui au fur et à mesure se fixent des objectifs. Donc ça, c'est top, c'est très sain. Mais le problème, c'est que donc les trois, donc en fait j'avais déjà les trois, c'est-à-dire que j'avais enfin à l'époque c'était pas ma femme, mais j'avais ma compagne, j'avais l'entreprise et j'avais le trail. Mais chacun des domaines, au fur et à mesure des années, a pris de l'importance. Donc en trail, en BioBurger, jusqu'en 2017, on avait 2 restos, mais bon, on bossait beaucoup depuis le début, énormément. Et après, on a moins bossé dans l'opérationnel, mais au fur et à mesure, on a pris en responsabilité et donc en charge mentale. Et là, j'avais mal anticipé, c'est-à-dire que je me suis dit, plus tu vas bosser, plus tu seras distant de l'OP, d'ailleurs, ce qui est pas bien, il faut rester quand même dans l'OP, mais ce que je veux dire, c'est que moins tu seras contraint dans l'immédiat de l'OP, et donc plus tu pourras avoir les mains libres. Oui, mais en fait, la charge mentale, elle augmente de manière proportionnelle à ça. Donc aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'ai la responsabilité de 550 personnes et 27 restos, en comptant les franchisés. Et donc du coup, peut-être que j'ai le temps là pour faire un podcast alors que c'est l'heure du rush, mais en même temps, j'ai beaucoup plus de charge mentale. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui prend de la place. Ensuite, le trail, en fait, j'ai allongé à la fois la distance et à la fois je me suis amélioré en termes de perf. Donc je me rappelle au tout début, j'étais tout fou, je voulais bien perfer, puis je me suis rendu compte en 2017. Donc j'ai fait mon premier ultra en 2016, la CCC. Donc premier 100K, trop bien. Je sais plus, je finis 120e, je crois. L'année d'après, je m'inscris dans 2 ultras. Donc je fais la Maxi Race Ultra. Ouais. À Annecy, là en 2017. J'avais fait la Maxi Race classique en 2015, je crois. 2016, pardon. Donc 2017. Et je fais l'Ultra Pyrénées U. En Pyrénées Catalogne, en Catalogne, en Pyrénées, espagnol. Et là, je l'ai fini, mais dans le mal, avec une perf qui stagne. Et donc en 2018, je m'entraîne beaucoup moins, c'est l'année de mon mariage, etc. Et je me calme. Et donc, je me rends compte que je revois à la baisse mes aspirations de performance de trail et juste me dire, vas-y, tu continues à faire du trail, mais comme ça. Et là, je fais, fin 2018, l'Endurance Trail des Templiers.
Et là, je fais sans pression, en partant lentement, et là, je fais une belle perf. Et donc là, je repars à partir de fin 2018 dans une logique de performance et qui va durer jusqu'à 2021, où en 2019, je fais la Todd Drett, enfin, j'y reviendrai, mais je fais une belle perf, je fais 7e sur le demi-tour des géants. Et donc en 2021, 50e sur l'UTMB. Donc ce que je veux dire par là, je rentre un peu trop dans le détail, mais par des cycles hauts et des cycles bas, au fur et à mesure, j'allonge les distances et j'augmente les performances, mais je me mets la pression tout seul en essayant de faire mieux, quoi. Forcément, on veut faire mieux. On veut faire mieux. Et puis je prends conscience de cet aspect que j'ai eu beaucoup de mal à me reconnaître, de vouloir parfait en fait. De chercher des résultats en fait. De chercher des résultats. Ouais. Parce que j'ai un mélange de trail qui m'anime. Moi j'ai plusieurs pourquoi. Et un pourquoi, c'est juste être dans la montagne et courir longtemps et voir le jour se lever, le jour se coucher, c'est ouf et c'est la base. Enfin, je pourrais en parler des heures de ça, mais c'est la base. Carrément. Et là-dessus se rajoute l'envie de parfait qui peut devenir, on peut en parler beaucoup dans tout ce que tu fais et toute la préparation mentale qui peut devenir nocive ou contre-productive. Mais en tout cas, ça prend plus de place. Voilà. Et enfin, évidemment, j'ai eu une première petite fille en 2020 et une deuxième en 2024. Et donc, avec un Covid en 2020, avec une crise inflationniste, une guerre en Ukraine, ça c'est par rapport au travail. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à BioBurger, depuis 4 ans, 5 ans, c'est quand même différent. Compliqué. Et 27 restos. Donc là, je te fais pas le dessin, mais en fait, tout est devenu genre... chaque discipline est devenue genre 5 à 10 fois plus importante en termes de temps et d'énergie. Enfin, surtout d'énergie. Tu t'es fait accompagner là-dessus pour gérer tout ça ? En 2022-2023, j'ai eu un coach, à la base, un coach pro, qui est devenu un coach global, et qui m'a pas mal aidé à gérer les 3. Et justement, maintenant, depuis cette date-là, en fait, j'essaye de mettre des dominantes et de mettre certaines choses en plus en deçà. Le problème, c'est que tu choisis pas tout. La variable d'ajustement, c'est la course à pied, puisque les deux autres... Oui, c'est là, la vie de famille, faut que tu le fasses, c'est mort, quoi. Enfin, tu vois, c'est la base. Donc, voilà, oui, c'est tellement important, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ouais. Non, et puis on a une façon de... Enfin voilà, moi j'ai une façon d'être père de famille que je ne veux pas remettre en cause. Ouais. Et à côté de ça, là, justement, c'est le trail, et ça peut être le travail éventuellement en fonction de comment ça va et de comment sont tes collaborateurs, de la conjoncture et autres. Et donc j'ai essayé de faire des phases où je mets le trail en retrait, et d'autres où je mets enfin j'ai essayé de remettre un peu le boulot un peu en retrait, mais j'y suis pas forcément arrivé. Okay. Et le coach t'a accompagné comment pendant cette phase là, 2022-2023? C'était la remise en question, c'était des exercices, c'était c'était des entretiens de 3 heures. Okay. On se voyait en physique, okay. On discutait, et lui, il était très bien parce que ça pouvait être à la fois des conseils très très opérationnels boulot, genre j'ai une réunion franchisée, j'ai telle problématique, comment je peux leur présenter et autres, et ça s'est pas mal concentré là-dessus, ou effectivement comment prendre de la hauteur et aménager mon temps par rapport à ces 3 disciplines, sachant que j'ai eu du mal à prendre conscience que dans l'état, enfin que chaque discipline avait pris de l'ampleur. C'était difficile. En fait, je voulais continuer et je me rendais pas compte que ça passait plus. Ouais, tu te rends pas compte en fait. Tu continues. Ça t'anime, c'est trop bien. Et en fait, au fur et à mesure, tu dors de moins en moins parce que t'as moins de temps. Tu fais tout de moins en moins et tout de moins en moins bien. Ouais. Et là, c'est la question. Il y a aussi un choix. C'est est-ce que tu veux faire beaucoup de choses à moitié ou peu de choses à fond. Moi, je suis plutôt du genre à faire peu de choses à fond. C'est-à-dire que je fais dans ma vie, c'est 3 choses et puis il n'y a rien d'autre. Enfin, si, je vois des potes, mais en fait, quand je les vois, maintenant, je fais du vélo avec. Ouais, tu cumules en fait 2 activités. Non, pas complètement, mais un petit peu, ouais. Vous savez, je suis assez, moi j'aime bien, j'adore aller au fond des choses, j'adore aller jusqu'au bout. Et donc, j'essaie de faire peu de choses, mais à fond. Sauf que là, vu que je les fais à fond, encore une fois, chaque truc a pris trop d'importance. Il faut peut-être que je choisisse, mais beaucoup de mal quand tu es très impliqué dans la course à pied, à tout arrêter. Enfin, c'est pas du tout le but. Carrément. Mais, donc voilà, attends, je digresse ta question, dès comment il m'a accompagné. Donc oui, donc à la fois il m'a aidé sur des choses très pratico-pratiques, et à la fois à prendre conscience de tout ça et à aménager et à planifier ces 3 sujets pour que ça se passe bien, quoi. C'était quoi ta journée type en 2021 quand tu préparais l'UTMB, que tu avais BioBurger sur le feu et une vie? Grosso modo, juste pour qu'on se rende compte, tu vois, de la charge. C'est marrant parce que ça me fait venir une anecdote que je te dirai après. Mais alors, j'avais pas de journée type parce que c'est impossible d'avoir une journée type quand t'es, je pense, entrepreneur.
Enfin, il y en a qui font des routines et tout, mais moi, je fais pas de routine, j'arrive pas. Ouais. D'ailleurs, ici, juste là-dessus, mon coach m'a aidé. Ok. Parce que moi, j'ai un côté très, très rigoureux. J'ai envie que ma semaine, je la planifie, que ce soit au poil de cul ce qui se passe. Ouais. Et en même temps, j'ai un côté hyper désorganisé qui fait que j'arrive pas à tenir ce que je me fixe. Ok. Donc, il m'a fait prendre conscience de cette dualité que j'avais en moi. Énorme pas. Donc, je l'accepte maintenant. Mais j'accepte les deux. C'est-à-dire que j'accepte maintenant de me faire des plans. Mais j'accepte aussi que les plans, vu que je suis entrepreneur, en fait, il y a un peu d'impro, quoi. Il y aura un peu d'impro dedans. Il y aura de l'impro. Mais l'impro, on prévoit l'imprévisible. Transition avec le trail. Est-ce que tu te lances dans un ultra, il faut prévoir l'imprévisible parce qu'en fait, forcément, il va arriver des trucs que tu n'as pas prévus. Ouais. Donc, exactement ce qui me fait prendre conscience là, je cours mes courses de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire que je prévois, j'ai un plan et puis ça va se passer différemment. Mais quand ça va se passer différemment, au lieu de paniquer, on l'accepte. Bon, c'est pareil. Donc, mes journées type, je les organisais, mais elles se déroulaient. Mais pour essayer de répondre à ta question, grosso modo, la clé, c'est que quand on est entrepreneur, le désavantage, c'est qu'on bosse normalement beaucoup et qu'on a beaucoup de charge mentale. Moi, déjà, j'ai toujours été, avec mon associé, on a toujours essayé de se reposer, de se ménager, parce que la loi du plus tu bosses, mieux RT, moi, j'y crois, mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Enfin, franchement, c'est l'efficacité qu'il faut aller chercher, c'est pas du tout de bosser plus. Enfin, moi, à mes collaborateurs, je leur dis, je m'en fous du temps de travail, mais vraiment. Donc ça, déjà, j'essaye pas de bosser beaucoup, c'est pas ça, j'essaie de bosser efficacement. Mais il y a quand même une charge mentale. Par contre, t'as une flexibilité importante dès lors que tu es sorti l'opérationnel resto. Du coup, moi, j'allais bosser. Lapsus révélateur. J'allais m'entraîner en journée. Ok. Pause déj, quand je pouvais. Souvent, j'essaye de les caler avant des réunions parce qu'après, je suis bien meilleur dans la réunion. Ouais, t'es vif, quoi. Je vois très bien. Je suis un peu trop excité. Et grosso modo, c'était ça, en fait. C'était des journées en alternance. Donc, le matin, soir, c'est famille. Ouais. T'as jamais bossé le soir? Ça m'est arrivé. Enfin, je veux dire, récemment. Récemment, non. Non, okay. Le soir et week-end, c'est sacré. Ok. Ça m'arrive quand j'ai pas le choix. Mais franchement, c'est rare. Hein. Intéressant. Ah ouais, je coupe. Moi, j'ai une capacité à couper. Et j'ai des équipes en fait qui me permettent de couper parce que j'ai confiance grave en eux. Et je pense que ça permet le lendemain matin de reprendre tes dossiers et d'être bien. Moi, j'ai la capacité à couper, à dormir très bien la nuit, sans problème. J'ai jamais eu un problème de nuit. Je dors. Donc du coup, je travaillais la journée, le soir sacré. Alors de temps en temps, on avait une soirée chacun où moi je faisais du tapis. Technique tapis, pardon. Mon tapis de course, je vais faire la promotion. J'ai vu que Mathieu Blanchard et Kylian Jornet avaient acheté le même tapis que moi. Ouais. J'ai acheté un tapis de course en 2019. Celui qui fait du dénivelé là ? Qui fait du dénivelé jusqu'à 40%. Ouais. J'ai acheté je suis assez fier, en décembre 2019 quand je suis arrivé à Strasbourg juste avant le Covid. Ouais. J'ai eu le nez creux parce que j'ai fait du tapis tous les jours pendant le Covid. Et le tapis permet, quand tu as des gosses, de surveiller. Quand ils dorment, tu fais le tapis, tu es dans la maison, tu fais ton entraînement, et tu es là, tu surveilles. Donc, par exemple, ma femme peut aller faire une activité, voir des potes ou je sais pas quoi. Moi, je suis là, je m'entraîne, et en fait, il est 21h, tout le monde dort, et moi, je m'entraîne. Excellent. J'ai beaucoup fait. Parce qu'à une époque, à cette époque-là, je crois qu'un soir par semaine, elle allait faire voir ses potes, et moi, je courais sur mon tapis pendant que les enfants étaient couchés. Excellent. Et j'ai toujours mon tapis dans ma cave. J'en ai fait pas plus tard qu'hier soir. Donc à la fois ça permet de s'entraîner correctement, à la fois de cumuler. C'est vrai qu'ici en trail, sinon tu dois vite faire 45 minutes de route, enfin 30-45 minutes de route, et pour faire de la côte quoi. Là, oui, mais je ne me plains pas parce que je suis parti à Strasbourg entre autres choses pour ça, parce que les Vosges à 30 minutes je dirais, et à Paris moi j'avais les buts de Chaumont, mais bon les buts de Chaumont t'as vite fait le tour. C'est qu'à le dire. Alors que là dans les Vosges, moi une ou deux fois par semaine j'y vais quoi. Pourquoi, alors tiens, on y vient à ce sujet, pourquoi Strasbourg? Alors pourquoi Strasbourg? Parce que donc moi je viens du Tarn, de Mazamet, j'ai fait de 0 à 18 ans là-bas, donc c'est à côté de Castres pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Donc je suis originaire de là-bas, je suis parti à Paris pour faire mes études. Ensuite j'ai enchaîné avec BioBurger, mais à la base je voulais pas forcément rester à Paris. J'ai toute ma famille maintenant à Paris, mais moi j'adore Paris, mais j'ai jamais voulu y vivre toute ma vie. Et en 2019, en fait, moi je voulais absolument pas avoir des enfants à Paris. Donc on a essayé de se dire comment on pouvait partir, et moi j'avais des gens autour de moi qui m'ont dit que pendant 2 ans ils étaient déjà en mode j'habite à Lyon, j'habite à Nantes, j'habite à Strasbourg et je fais des allers-retours télétravail machin. Ouais. Je lui ai dit tiens c'est possible, c'était quand même avant le Covid hein. Ouais. Donc du coup on s'est dit on part à Strasbourg. Et pourquoi Strasbourg? Parce que ma femme est alsacienne. Tout simplement. Okay. Et 2 donc toute la belle famille ici, et 2 surtout les Vosges. En fait, les villes à 2 heures de Paris qui ont une montagne à moins de 30 minutes, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il reste Lyon,
Et encore, les Alpes sont plus loin. Alors, il y a les monts du Lyonnais, mais voilà. Mhm. Et puis bon, du coup, Strasbourg, il y a les Vosges et il y a la belle famille. Excellent. Et donc, on est parti en décembre 2019, juste avant le Covid. Ok. Ah, Donc, je fais 2 allers-retours par semaine. c'est ce que j'ai demandé en termes de en rythme. train. Bah, je fais dans la journée, je prends le train le matin, je reviens le soir. Ça fait des grosses journées, mais où tu bosses dans le train, tu bosses trop bien. Mhm. Je fais mes rendez-vous, je vois mes équipes, etc. Et après, je fais 3 jours de télétravail. Ok. Ah oui, tu fais quand même l'aller-retour dans la journée. Ok. Je pensais Oui, que... parce que, pareil, comment dire, on a une façon, une vision de la famille qui fait que on s'est toujours dit que si on partait, je serais là le matin, le soir, parce que pour l'équilibre familial. Ouais, bien sûr, je comprends. Ok, j'allais te poser une question, tiens, plus nutrition, mais tu as créé une chaîne de burgers, tu fais du trail. Donc on peut manger des burgers et faire du trail. Mais Quelle est carrément. ta vision Mais pire que ça. de nutrition dans le trail? Mais pire que ça. Dans BioBurger la a course, d'ailleurs. sponsorisé l'UT4M en Ah, c'est vrai 2023. Excellent. En fait, moi, je voulais faire tout un truc. On a sponsorisé l'UT4M. Mhm. Tu vois ce que c'est l'UT4M? C'est C'est un trail des 4 massifs à ouais, Grenoble. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a créé un stand BioBurger qui est resté pendant plus de 24 heures sur la ligne d'arrivée, place Victor Hugo, où il y avait tout un village d'arrivée trop sympa. Et donc, nous, on a un restaurant qui est à 2 minutes à vélo de cette place. Ok. Donc, on a mis toute une logistique de maboule en place. On a servi des burgers en continu, toute la nuit, tout le jour, Mais c'est énorme. gratuit pour les coureurs qui arrivaient. Énorme. Et là, je te Mais je jure. vais le faire, ça. Alors, sauf qu'on l'a fait que cette année, on l'a pas refait parce que C'est parfait. malheureusement, vu que c'est plus compliqué et tout, et que c'est une stratégie de communication très segmentée, on n'a Ouais. pas continué. Mais mon rêve, c'est de devenir vraiment une grande marque de sponsor de trail. Ok. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens. Mais en tout cas, ce qui était ouf, c'est que moi, j'avais couru une des courses de l'UT4M comme ça. Là, je l'ai pas très entraîné en 2023. Je l'ai fait le jeudi, je crois. Et après, j'ai un peu enchaîné avec mes équipes en tenant ce stand. Donc, c'était mon ultra dans l'ultra. Ok. Et donc, on était crevés. Mais en tout cas, de voir un gars qui finit l'UT4M, qui est arraché, qui en peut plus, et je sais exactement dans quel Quel état il arrive, ouais. Et là, il te regarde avec mais vraiment des étoiles dans les yeux en disant ah ouais, mon burger. Ah, mais tu sauves sa vie. Et puis il le savait qu'il avait le droit au burger. Ouais. Et alors là, j'ai des images, moi, dans ma tête, de mecs de nanas qui sont sur leur transat, en train de bouffer leur burger frites après 20, 30 heures Ah, mais d'effort. tu m'étonnes. Et en fait, le burger, pour le trailer, ça marche trop bien. Mm. Pas en prépa, mais en récup, Ouais. après la course, ou même en ravito, hein, franchement. Mm. Pourquoi pas. Et en plus, nous, on est bio. Donc en fait, on a la cible du trailer, mais ça se passe trop bien. Carrément. Mais le trailer, c'est pas des triathlètes, c'est des gourmands, les trailers. Ouais, carrément. Alors oui, il faut un peu gaffe et tout, mais on est des gourmands, on aime la bière. C'est ce que j'allais dire, quand je vois des Insta, je vois quand même souvent des petites pintes de bière. Mais bien sûr, carrément. mais regarde, pareil, on parlait de casquette verte, il boit des bières à l'arrivée. Il y a une culture trail de la bière et de la ripaille qui marche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin en fait, de se priver quand on fait des sports comme ça, on peut se faire plaisir, quoi. Je pense qu'en trail beaucoup, je sais qu'en triathlon, c'est beaucoup plus grammé, les gens on est beaucoup plus à la seconde dans le chrono. En trail, il y a moins ça, un petit peu dans les élites, mais moins. Et dans 90% des coureurs, ils savent pas s'ils courent pour manger ou qu'ils mangent pour courir. C'est ce que je dis tout le temps, j'adore dire ça. C'est excellent, ça, Mais j'adore. moi, je vrai. sais pas si je mange pour courir ou je cours pour manger. J'adore me faire des énormes sorties de 4 heures. Et après, mais t'as tellement la dalle, t'es tellement content de manger. Et moi, ce que je fais, c'est qu'après mes sorties de 4 heures dans je vais manger un burger. Tu sais, je reviens juste, ça me traverse l'esprit, mais sur le végétarien, parce que j'ai pas rebondi dessus quand on en a parlé, mais tu disais que vous vouliez augmenter l'offre végétale, ou en tout cas réduire la partie viande. Ce qu'on fait déjà, ouais. Ce que vous faites. C'est vrai que l'offre végétale chez vous est développée, et bref, dans le perso, on réduit aussi avec ma copine, et elle est végétarienne. Ok. Est-ce que... alors, comment dire, pourquoi, toi, de ton côté, tu vois, quelle est ta vision là-dessus? Pourquoi tu veux réduire la viande chez BioBurger? Ah, ok. Super sujet. Dès le départ, on a créé une offre avec tous les burgers disponibles en version végétarienne. Alors, non, je vais d'abord dire ce qu'on a fait, ensuite je vais dire pourquoi, effectivement. Carrément. Donc on a fait ça, on vendait 3% de burgers végétariens, donc en 2011. Au fur et à mesure, ça a un petit peu augmenté naturellement. Et puis un jour, on a fait vraiment une transition. Donc c'était en 2017, je crois. 2018, je sais plus. Et on a fait des recettes spécifiques végétariennes. On a arrêté de juste faire un truc par défaut, tu vois. Oui. Et donc on a lancé 3 burgers végétariens, donc non seulement spécifiques, mais 3 recettes très différentes avec des protéines différentes. Pas juste des steaks de tofu, machin. Bien que les steaks de tofu, c'est trop bien. Et en fait, ça, c'est l'âme de BioBurger, c'est de rendre sexy la transition écologique. Et donc, du coup, rendre sexy le végétarien. L'objectif,
c'est que nos clients prennent le végétarien, pas parce que c'est un végétarien. Mais parce que ça leur fait plaisir de le prendre. Ouais, parce qu'ils vont se faire Et plaisir. Tu vois, chez vous, c'est ce qui se passe quand j'y vais. Quoi. Ah, ça me fait Tu vois, je plaisir. prends le truc à pomme de terre, là, vous avez un truc. Donc, fromage, tu veux dire fromage fondant? Fromage fondant, Ouais, pardon, c'est ça. exactement. Ouais. Bah, tu vois, je me dis, ça me fait plus kiffer qu'un autre truc. Quoi. Bah, c'est le rustique, c'est notre fer de C'est le lance. rustique, c'est ça, Voilà. exactement. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui mangent de la viande qui prennent le rustique. Pas parce qu'il est végétarien, mais parce que c'est du camembert pané, quoi. En fait, c'est ça, c'est exactement Donc, ça. c'est juste la folie. Et moi, je prends toujours l'exemple de la pizza 4 fromages et des pâtes au pesto. Parce que quand vous allez au resto, vous prenez une pizza 4 fromages parce que vous êtes végétarien. Non. Est-ce qu'il y a marqué en avant, un peu plus maintenant, que c'est végétarien? Bah non, on le prend pas pour ça, on le prend parce que c'est bon. Ouais. Et ben c'est pareil. Et donc en fait, on a développé plein de recettes différentes. Donc il y a une falafel, il y a de l'halloumi snacké, là on va sortir une galette de champignons double morbier, un truc qui va casser des briques. Et en fait, l'objectif c'est de rendre le végétarien vraiment sexy. Mais sans le dire. Sans le dire, on s'en fout en fait. C'est normal en fait. On le met que c'est végétarien, mais c'est un burger parmi un autre. Et en fait, voilà. Et donc c'est ça pour moi l'avenir, c'est de rendre sexy, accessible, sans contrainte, quand on revient à l'âme de burger. Carrément. Et je pense qu'on a une offre végétarienne de burgers parmi vraiment les meilleurs du marché aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on en vend un peu moins de 20%. Ah, ok, donc ça fait quand même un gros gap. Ouais. Alors ça reste toujours en dessous de la représentativité des burgers végétariens dans notre offre. C'est-à-dire qu'on a genre 25% des burgers végétariens, un truc comme ça. On en a entre 3 et 4 en fonction des moments sur 10-12 burgers à peu près. Et donc il faut qu'on progresse encore, donc il faut encore qu'on se casse la tête. Mais alors, on a aussi sorti des aloo cheese. Tu verras, c'est des petits cubes d'halloumi snackés. Donc c'est le pendant, on va dire, végétarien des nuggets. Ouais. Ces petites bouchées, mais c'est trop bon. Donc on veut continuer à faire ça. Et bien pourquoi végétarien? Donc ça y est, je veux dire pourquoi on fait ça. Faut rappeler pourquoi. Nous, on croit beaucoup donc, à une agriculture qui soit plus soutenable à l'avenir. Et donc un des pans, c'est de le faire en bio. Pourquoi en bio? Parce que l'agriculture biologique, bien qu'elle émette autant de CO2 que le reste, en fait, elle est bien moins mauvaise pour la biodive, et même plutôt bonne pour la biodive que la biodiversité, que le conventionnel. Par le fait qu'on n'utilise pas d'intrants chimiques de synthèse, qu'on ne pollue pas les sols, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça préserve mieux la biodiversité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le problème, c'est justement l'impact carbone. La viande, alors j'ai plus de data en tête, mais grosso modo, c'est 10% des émissions des gaz à effet de serre, la viande de bœuf, pardon, en France. Genre, l'agriculture, c'est 30, et dans l'agriculture, un tiers, c'est le bœuf. À peu près, que les gens, sachant qu'ils m'écoutent, je suis pas à la virgule près, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Du coup, on a une responsabilité qui me pèse un peu, et à la fois, on peut pas arrêter le bœuf du jour au lendemain, sinon on coule la boîte. Ouais. On vend 60% de bœuf, à peu près, je crois. Donc l'idée, c'est d'en vendre de moins en moins et d'accompagner en fait la transition. Et on sait que les gens mangent moins en moins naturellement de bœuf depuis 15 ans. Donc l'idée, c'est d'accompagner ça. Donc le bœuf, c'est notre stade, pardon, et là j'en suis certain, chez nous, c'est 10 fois plus d'émissions entre un burger bœuf et un burger végé. Ok, intéressant. Voilà, 10 fois plus. Sur un végé classique. Sur le rustique, c'est 3,5 fois plus. Ok. Parce que le lait, le fromage, est quand même. Camembert, ouais. Voilà, camembert. Et tout ce qui est poulet, porc, c'est pareil, c'est à peu près comme le rustique, c'est 3 fois moins. Donc c'est intéressant, c'est que le porc, par exemple, on a un poulet de porc, ça reste de la viande, mais c'est 3 fois moins que le bœuf. Ouais, c'est intéressant. Donc l'idée, c'est pour ça que je dis, il faut augmenter le végé, mais il faut surtout débœufiser votre offre. Et varier. On peut penser aux poissons, etc. Varier surtout au maximum. Et donc ça, c'est une tendance de fond, une stratégie qu'on a depuis longtemps et qu'on progresse et on accompagne, en fait, on devance légèrement les attentes. C'est pour ça que tu vois qu'on a une offre végétarienne qui est légèrement supérieure à la demande finalement, mais on sera toujours à cette position-là, juste pour entraîner un petit peu la demande. Créer le mouvement, ouais. Créer le mouvement, voilà. Sans faire de rupture, parce que la rupture, ça marche pas. Ouais, complètement. Ça marche pas. Non, carrément. Et ça, c'est. Ton associé et toi, c'est dès le début, vous aviez cette vision, parce que le bio est venu tout de suite quand vous êtes sorti d'école. Et vous avez aussi cette vision de rendre plus végétarien tout de suite votre offre? Alors, c'est venu plutôt après quand même. Les deux. C'est-à-dire qu'on avait quand même cette offre végétarienne depuis le départ, parce qu'on savait qu'on était attendu en tant qu'enseigne bio sur du végé quand même. Et au fur et à mesure, nous, notre prise de conscience et notre vision s'est affinée. Mais la preuve, vraiment, la première offre, elle était déjà là, donc ça veut dire qu'on était déjà concerné. Mais en fait, il n'y avait pas la même demande aussi, il y a 13 ans. Bon, je me rappelle, il y a une enseigne qui s'appelle Eastside Burger qui s'est créée en même temps que nous à Paris. Ils ont 1 ou 2 restos uniquement végétariens. On s'est dit, putain, ils sont culottés parce qu'il faut avoir le volume quand même. Alors, il y en a des enseignes qui arrivent à vivre, mais c'est dur de faire que du végé.
Donc, nous, ça a toujours été pragmatique. Hein. C'est l'économie au service de l'écologie. C'est d'abord faire quelque chose qui tienne la route économiquement, Ouais. avant tout. Mm. On est pragmatique, on n'est pas dogmatique. Et ensuite, quand tu crées la valeur, et la valeur que tu crées, tu la partages, Mhm. et tu la partages avec toutes les parties prenantes de ton écosystème, les fournisseurs, les clients. Donc, les fournisseurs en payant le bon prix, les clients en faisant en sorte qu'ils ne payent pas cher, les actionnaires, les employés. salariés, Ouais. et l'environnement. Mm. Voilà, l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que tu as créé de la valeur, tu peux faire en sorte de... Donc, enfin, nous, on le fait avant parce qu'on achète déjà bio. Donc on déjà... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut créer de la valeur pour ensuite la reverser correctement, carrément. pour que ça pérennise. Mais avant tout, il faut créer de la valeur. Oui, parce qu'en fait, si tu crées un truc qui tient pas la route, ça sert à rien. Tu vas arrêter, tu vas avoir aucun impact au final. Moi, demain, je fais un super enseigne, zéro carbone, VG, tout ce que tu veux. Mais en fait, on ne vendra pas de burger, c'est génial. Donc tout le casse-tête, c'est d'arriver sur ce fil, en fait. Et c'est quoi l'avenir pour BioBurger? C'est quoi la vision maintenant que vous avez 27 restaurants? Vous l'allez jusqu'à où? Alors, on a plusieurs ajustements stratégiques. Là, on a beaucoup développé les dernières années. On a ouvert 5 restaurants en 2022, 5 restaurants en 2023, et là, 6, peut-être 7 en 2024. Ok. En même temps, on a eu une année 2023 de dingue en termes d'affluence, et 2024 est beaucoup plus en retrait, comme toutes les enseignes. Okay. Franchement, cette année, économiquement, globalement, en macro, c'est quand même pourri. Dans le secteur de la conso, pourri. Dans le secteur de la restauration, pourri. Et on a aussi une saturation du marché qui se fait dans la burger gourmet. Du coup, on revoit un petit peu nos plans. On continue à développer. On va continuer à développer, mais on s'est rendu compte, d'ailleurs, ça correspond à notre philosophie. On a toujours voulu aller lentement, mais sûrement. On va pas dire qu'on s'est emballé, mais on avait prévu de faire entre 5 et 10 ouvertures par an. Et on se rend compte, en fait, c'est trop pour 2 raisons. 1, c'est trop pour arriver à continuer à garder notre qualité globale, donc service, produit, constance produit, qui est notre force. Et ça, faut pas être trop gourmand. C'est un peu ce que je dis dans le post d'ailleurs avec Big Fernand, c'est qu'il faut pas être trop gourmand. Il faut y aller progressivement, on n'est pas pressé. Donc revenir à entre 3 et 5, on sait faire, ça fait 3 ans qu'on le fait. 3 à 5 ouvertures par an, c'est très bien. Donc ça, on l'a décidé il y a 6-8 mois. Et du coup, là, dans un avenir immédiat, c'est de consolider ce qu'on a fait. On le fait toujours, hein, mais là, de réallouer nos ressources, un peu moins sur le dev, un peu plus sur la consolidation. Okay. Je pensais le faire un tout petit peu plus tard, mais le fait est que les conjonctures fait qu'il faut le faire maintenant. Il faut réinvestir nos restaurants. Il faut réinvestir dans nos restaurants, pardon, sur tous les plans. Il faut continuer à développer du produit, etc. Mais en fait, l'idée, c'est toujours assurer, être prudent, être costaud, soigner sa base, soigner ses fondamentaux, mais ne pas s'arrêter. Carrément. Un peu encore une fois, comme dans une comme au trail, ouais. Tu t'arrêtes pas au ravito, à part si vraiment t'es blessé, mais moi je préfère largement marcher, mais pas s'arrêter. Toujours avancer un peu. Toujours avancer, même si c'est lentement, mais on avance. Parce que chaque pas nous approche de la ligne d'arrivée. Là, c'est pareil, si on s'arrête d'investir, par exemple, ou d'innover, on est mort. Il faut continuer dans le mouvement. Le mouvement, c'est tout un truc. Il faut rester en mouvement. Il n'y a rien aujourd'hui, dans aucun domaine, qui tolère l'inactivité. Oui, c'est clair. Non, mais complètement. Mais le mouvement peut être plus lent, avec moins de pression, plus cool, en regardant un peu plus autour de soi, en faisant attention, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée, en tout cas pour on va dire l'année ou les 2 années qui arrivent. Ouais. Et vous êtes à l'étranger? Excuse-moi de te couper. Non, mais jamais de la vie. Enfin, non, jamais de la vie, pardon. Non, mais c'est pas en tout cas une grosse ambition pour vous. En fait, aujourd'hui, justement, je parle de consolidation. La pire des erreurs pour moi de beaucoup d'enseignes, c'est aller très vite de s'emballer, d'ouvrir à New York, à Dubaï ou je sais pas où. Il y a 2 raisons. C'est que, 1, pour maîtriser ton métier, je dis pas que c'est impossible, mais c'est super dur. Déjà que nous, on voit que c'est plus compliqué à maîtriser en région. En propre, c'est plus difficile parce que les directeurs sont plus loin et tout. Alors, je te raconte pas. C'était dans d'autres pays, ouais. Même si tu fais la franchise. Après, il y a une culture différente. Donc, on voit bien que le nombre d'enseignes dans tout secteur qui s'installe dans un autre pays sans s'adapter à la culture, ça ne marche quasiment jamais. Complètement. Ouais. Donc, il faut s'adapter à la culture, c'est-à-dire qu'il y a tout un investissement à faire en termes de marketing, d'offres et tout. Et enfin, pour nous, ça c'est particulier, c'est que nous, notre force, c'est notre sourcing. 100% bio, 80-85% français. Mais demain, si je vais à l'étranger, quelle est la logique d'arriver avec un sourcing qui vient de France? Non, il faut refaire un sourcing. Si je refais un sourcing, il me faut ouvrir 20 restos d'un coup. Enfin, t'imagines le truc. Donc non, l'objectif, et ça c'est tant en termes économiques que écologiques, il faut densifier le territoire. Ok. Parce que ça coûte moins cher. Donc des villes plus petites, par exemple? Oui,
Ok. Par exemple, on a ouvert à Salon de Provence, là, Ah en ouais, début ok. d'année. Ok. Et ça marche bien. C'est une petite ville, enfin petite, 50 000 habitants. Mhm. C'est plus petit que les autres villes. Ouais. Et ouais, c'est ciblé ce genre de ville. On a Excellent. aussi des grandes villes dans lesquelles on n'y est pas encore, hein, Nice, Marseille, Rennes. Mhm. Donc on va aller là aussi. Mais ouais, elle est dans les villes un peu plus petites, où il y a peut-être parfois un peu moins de concurrence, où les municipalités sont contentes de voir arriver une enseigne un peu plus responsable que ce qu'il y a d'habitude. Mhm. Donc là, on est un peu aidé parfois. Ça, c'est un avantage qu'on a. Ouais. Donc densifier en consolidant, en étant prudent et en s'inscrivant dans la durée. Donc moi, ma hantise, c'est de devenir has-been. On a un produit qui fait ses preuves depuis 40 ans grâce à McDo en France. Donc je pense qu'il y a quand même une lame de fond burger qui est bonne. Là, on sent qu'il y a quand même petite stabilisation de la demande de burger gourmet. Il y a énormément de concurrence sur les autres, sur les pans de la street food. Beaucoup d'autres choses qui sortent. C'est vrai. Donc là, l'idée, c'est à la fois de s'adapter aux tendances, continuer notre lame de fond. Et là, je prends pour exemple McDo, qui est extraordinaire là-dedans. Au niveau marketing, ça fait 40 ans que les gars, ils arrivent à, sans être à la mode, à être tout le temps in. C'est vrai. Tout le temps là, au bon endroit, à proposer des choses qui... Enfin, ils sont pas démodés. Hein. Ils ont jamais été démodés. Non, jamais. Hein, non. Mais ils ont jamais été trop tendance comme un Big Mama, je dis n'importe quoi. En fait, ils arrivent à perdurer avec un monoproduit depuis 40 ans. Donc franchement, pour moi, c'est une leçon. Puis... On dit que souvent que les classiques, c'est des intemporels. Voilà, McDo, c'est ça, intemporel. c'est ça. Ils sont rentrés dans le paysage. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait en termes marketing. C'est des génies. En France, hein, particulièrement. Donc du coup, nous, on aimerait bien devenir... On a toujours orienté notre enseigne comme ça. On n'a jamais été une enseigne trendy, une enseigne de hipster, une enseigne, tu vois, une enseigne machin. Mais en fait, parce que nous, on ne l'est pas et parce qu'on voulait s'inscrire dans le temps long comme ça, devenir, faire partie du paysage. Donc il faut qu'on continue ça. Voilà. Bah, c'est hyper clair. Pour terminer l'épisode tranquillement, j'ai 2 questions pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Et ensuite, de quoi rêves-tu maintenant? Ouais. Alors les personnes, j'en ai plusieurs. J'ai un triptyque de 3 sportifs. Ok. C'était 2 et puis c'est 3. Donc les premiers, c'était Jean Le Cam, qui est le navigateur, qui a fait le Vendée Globe il y a 4 ans. Je sais même pas s'il retourne cette année. C'est un gars qui doit avoir une 60aine d'années. Je vais les citer les 3, puis je vais vous dire ce qui relie ces 3 personnes qui sont très différentes en fait. Ensuite, il y a Nikola Jokic. Ok, qui est, je sais pas non plus. Ah, tu me sors que des personnes. C'est le MVP NBA de l'année dernière. Ah, Jokic, pardon, excuse-moi. Ouais, oui, Nikola Jokic. Oui, pardon. Et, des Denver Nuggets, et très, très récemment, Vincent Bouillard. Ok, ouais, bah alors oui. Donc, quelle perf. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui relie ces 3 personnes? Ouais, je réfléchis depuis avant que tu m'as cité. Est-ce que c'est des personnes qui... Comment dire? Ils sortent du cadre parce que... comment dire? Ils sortent du cadre, mais d'une certaine manière. Ouais, je cherche. mais je vois à peu près l'idée, parce que quand je vois Bouillard et Jokic... Alors, Jokic, le profil du joueur de NBA, c'est qu'il se prend pas trop au sérieux non plus. Enfin, il est sérieux dans ses matchs, mais il est pas sérieux, je trouve, en dehors. En fait, ouais. Je sais pas. Il doit y avoir un lien, mais je n'ai pas le Il y a un lien, mais c'est que ces 3 mecs, ils s'en foutent de ce qu'on raconte sur eux. Et surtout, ils font leur activité pour eux, pour leur pourquoi, mais pas pour le dire. Jean Le Cam, il dit « Bien dire fait rire, bien faire fait taire ». En gros, c'est des gens qui font et ils sont reconnus par ce qu'ils font et pas par ce qu'ils disent, parce qu'ils ne disent rien. Jean Le Cam, Jokic, il est dans un des sports les plus médiatisés du monde. Carrément. Il y a plus de thunes du monde. Le mec n'a pas de compte Instagram. Ah, c'est vrai? J'ai jamais regardé s'il en a un. Ouais, ok. Il n'en a pas. Il communique pas sur les réseaux sociaux. Il n'a pas envie, ça le fait chier. Quand il gagne le titre de MVP, et quand il gagne la saison dernière le championnat, il se barre en Serbie s'occuper de ses chevaux dans son ranch. C'est marrant parce qu'il s'est créé un marketing autour de cette image à son insu. C'est ça qui est génial. C'est et Vincent Bouillard, c'est pareil. Le mec a gagné l'UTMB. Il sort de nulle part. Je suis allé voir son compte Insta. Je sais pas si tu suis les jeux dans le GIF, non? Non. Enfin, c'est un compte Insta qui est devenu un truc hyper influençant dans le monde du trail. Et ils suivent tous les 2 semaines le compte de Vincent Bouillard pour montrer que non seulement il a 253 abonnés et un compte fermé, mais avant l'UTMB, mais il a toujours ces 253 ou je sais pas quoi abonnés et un compte fermé. Vincent Bouillard, c'est un mec, je l'ai entendu sur un podcast ou je sais pas quoi, c'est un mec qui n'a pas envie, enfin qui ne fait pas ça pour s'exposer en fait. Il fait pas ça pour gagner de l'argent, encore moins dans le trail. En fait, il bosse dans le trail pour lui.
En fait, c'est le plus naturellement possible. C'est qu'ils cherchent la perf, hein, c'est des gens qui cherchent la perf. Mais pour lui. Personne, hein. Mais en fait, ils ont leur pourquoi à eux, et l'objectif, c'est de ne pas se laisser polluer, de ne pas se laisser... En fait, aujourd'hui, je trouve que les réseaux sociaux, on en est dépendant, on est obligé d'y aller dessus pour pouvoir... On parlait tout à l'heure du marketing, il faut le dire. Ouais. En fait, aujourd'hui, on est obligé de le dire pour exister. Mais ces 3 mecs montrent que non. Ils sont tellement ouf qu'ils arrivent à exister sans le dire. Et pour moi, t'es le roi du monde quand tu fais ça. C'est-à-dire que tu fais, et puis les autres disent pour toi, parce qu'en fait, t'as même pas besoin de le dire. Ça parle et tu recherches même pas, en fait. Ils le recherchent même pas. Ils s'en foutent. Ils se contentent de bosser parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont leurs propres raisons. Je les connais pas. Ouais. Et voilà. Et Jean Le Cam, c'est marrant parce qu'il est un peu différent. Il est beaucoup plus vieux et tout. C'est la vieille école, Jean Le Cam. Mais il est anti-sexy, quoi. C'est un anti-héros, le mec. Il est juste trop fort. À 60 ans, il finit encore Vendée Globe. Il allait sauver Kevin Escoffier qui était qui était en train de chavirer l'année dernière. Donc il allait le chercher. C'est trop marrant, quoi. Et donc ces 3 gars-là, franchement, ils sont uniques parce qu'il n'y en a pas d'autres dans leur discipline. Je crois qu'il y avait un footballeur qui s'appelle Gundogan, l'Allemand, qui est un peu comme ça, dans le foot. Et j'ai pas relevé parce que je ne suis pas trop. Mais voilà, moi, ces 3 mecs, vraiment, ils disent, ils font, et voilà. Hyper inspirant, je comprends. Vincent Bouillard, juste pour préciser, c'est celui qui a gagné l'UTMB cette année et qui travaille chez Oka, mais avec un métier, je veux dire, normal. Quoi. Que personne ne connaît. Ouais, il n'est pas pro, quoi. Donc, non, et surtout, il n'y a pas cédé pour l'instant, en tout cas, au Sierra, parce qu'en fait, il ne le recherche pas. Ouais. Et j'avais un autre truc qui n'a rien à voir, mais désolé, je veux aussi. Vas-y, à voir. avec grand plaisir. C'est Joël Pichon. Alors, personne ne connaît Joël Pichon. Je vais dire là, encore une fois. Joël Pichon, c'est le fondateur de Tossolia, qui est notre fournisseur de steak de tofu. Ok. Alors, pourquoi je parle de lui ? Parce que je ne le connais pas énormément, mais j'ai eu son témoignage une fois et il m'a estomaqué. Il y a un tout petit lien avec avant, mais ce gars, il a créé Tossolia, donc, qui est dans le sud de la France, sud-est, dans un lieu ultra rural. Il a créé cette boîte. C'est pas une boîte, c'est une scope. Ok. Et je crois que c'était il y a 20 ou 30 ans. Il crée ça. Donc, le principe d'une scope, alors je connais pas tous les détails, mais grosso modo, c'est une boîte qui appartient aux salariés et chacun est à part égale. C'est entre la coopérative et l'entreprise. Ouais. Et en fait, lui, il a créé sa boîte. Il m'a expliqué il s'est porté garant sur des prêts, etc. Il a mis des sous dedans, mais il a fait en forme de scope. Son objectif, c'était de créer l'emploi à cet endroit où il n'y en avait pas et de proposer des alternatives végétales. Donc, il y avait un 3e pan très important, mais pardon, je l'ai oublié. Ben si, c'était justement, c'est l'aspect scope, c'est l'aspect social, partage. C'était 3 piliers. Le gars, au bout de 20-30 ans, donc il s'est craqué comme n'importe quel entrepreneur, d'accord ? Il a fait autant de sacrifices que n'importe quel entrepreneur. Complètement. Que ce soit familial, financier, risque et tout. Sauf que quand le gars, il se mettait en garant d'un prêt, en face, il n'a jamais eu la perspective de gain à la fin, parce que c'est une scope. Donc quand il est parti au bout de 20-30, là il est parti en 2022, mais il a récupéré sa mise de départ. Waouh. Ni plus ni moins. Ouais, vraiment. Enfin, ça part, quoi. Vraiment la mission, en fait, quoi. En fait, pour lui. Et en fait, chaque entrepreneur, on a beau dire ce qu'on veut. Il y a quand même, quand tu te sacrifies, tu sais que derrière, tu vas peut-être récupérer. C'est l'idée en général. Tu vois, voilà, un peu d'argent qui te permet de te sécuriser à minima. Enfin voilà, t'as un espoir. Mais en fait, lui, son pourquoi, c'était complètement autre chose. C'est ouf. Mais vraiment autre chose. Il s'est dit, j'ai 3 trucs. Et en fait, lui, il s'est mis complètement en retrait. Et moi, c'est un logiciel, mais qui est tellement différent de la majorité des gens. Et en fait, sa boîte aujourd'hui, elle marche. Ouais. Ça fait du bien autour d'eux. Ils font des super produits et tout. Mais quand il m'a dit ça, mais moi, ça me fait encore réfléchir parce que moi, je suis pas dans cette démarche-là. Même si on a une mission, etc., je reste un entrepreneur, on va dire, classique. Et évidemment, j'ai une part de capital, donc je sais qu'elle peut valoir une valeur, etc. Bien sûr. Mais le gars, je pense qu'on a tellement une leçon à prendre de sa part. Et par extension, on peut penser à tous les entrepreneurs associatifs. Qui sont dans ce cas-là en fait, à plus ou moins grande échelle, mais qui se sacrifient beaucoup pour le bien commun en fait. Mais c'est bien de le dire, on n'entend pas assez parler de ces personnes-là et c'est incroyable, enfin quel courage de faire ça quoi. Bah ouais, on parle beaucoup d'entrepreneuriat classique et en fait pareil, associatif, moi j'ai découvert ça par l'intermédiaire de ma femme, en fait l'associatif en règle générale, c'est des vrais entrepreneurs, voire des super entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas cette dimension encore une fois de gain financier, ils se donnent complètement aux autres tout en prenant quand même des risques personnels. Et quand tu dis ça, tu te prends une grosse leçon d'humilité et ils devraient être plus présents justement sur les LinkedIn et les machins. Carrément. Parce que, ouais, et puis sans eux, on est mort, quoi. Sans le tissu associatif, la société, elle marche pas. Peut-être chercher à interviewer une personne, tiens. Donc, tu fais penser. Ouais, franchement. Donc, à travers ce Joël Pichon, que quand tu croises, pareil, lui, je pense pas qu'il te compte Instagram. Hein, et ouais. voilà, c'est un mec extraordinaire. Voilà. Trop bien.
Et donc, la deuxième question, c'était de quoi rêves-tu maintenant? Là, alors je vais me livrer un peu. Là, présentement, tout de suite maintenant, un peu plus de tranquillité, Ok. d'apaisement. Parce qu'on passe des périodes difficiles en termes de business depuis plusieurs années. C'est génial ce qu'on fait, c'est une success story de ouf et on kiffe. Mais je passe moi dans ma vie une période où c'est un peu un goulot d'étranglement entre tout ce qu'on a dit. J'ai essayé de mettre un peu plus dans le trail, de prendre un peu plus de hauteur par rapport à la boîte. J'y suis pas arrivé parce qu'en fait, la conjoncture fait que. Et j'aimerais bien d'être un peu plus apaisé. Je pense à l'avenir. J'ai beaucoup rêvé de plein de choses, de perfs, de trucs. Mais là, j'en ai eu pour mon grade. Pour mon grade, donc Ouais. j'aimerais un peu d'apaisement. Et ensuite repartir, évidemment, après cet Ok. apaisement-là, Ouais. dans d'autres objectifs, je sais pas lesquels, un petit tour des géants. Wow. Ouais, le tour des géants, ça me trotte. Là, on parle de plus de 3, parce que les gens connaissent pas forcément, c'est plus de 300 km, 350 C'est une course qui vient de finir Transaudaine, c'est 330 km, 330 24 000 mètres de dénivelé, mais c'est de la rando du coup. Ok. Mais voilà, et puis aussi avoir un peu plus de disponibilité physique, mentale et de forme pour ma famille, Pour ta voir famille. grandir mes filles et tout. Carrément. Voilà, ce côté-là, un petit peu, à la fois un peu d'apaisement, puis ensuite on me refixait des grands objectifs, mais peut-être un peu plus long terme, un peu moins. Voilà, j'ai vieilli, quoi. Ouais. Moins de vitesse de court terme qu'en gros. Ouais, moins de vitesse. Alors j'ai un compte à régler à l'UTMB, il faudra que j'y revienne. J'aimerais bien faire une plus grosse perf un jour, mais là j'ai pas les moyens de tout de suite maintenant là, Ouais. de le mettre en œuvre. Donc un peu de quiétude, je comprends. Voilà, un peu de quiétude, ouais. Et ben écoute, merci Louis pour tous ces partages Merci à toi, Kevin. et puis ouais, tout ce que ta transparence surtout quoi. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.